C'est le podcast AWS en français du 30 janvier 2026. 73 nouveautés ces 2 dernières semaines. J'en ai retenu 6 qui devraient être d'intérêt pour vous, les builders, les buildeuses que vous êtes. On en parle tout de suite. 6 plus 1. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous dans le podcast AWS en français. La news le plus 1 dont j'aimerais vous parler, vous n'avez pas pu la louper si vous suivez l'actualité d'AWS. Amazon a annoncé jeudi 28 janvier, une deuxième phase de licenciement massif. On parle de 16 000 jobs dans le monde après 14 000 en octobre pour 30 000 en tout, pour rationaliser la société selon les mots d'Andy Jassy. J'en parle pourquoi ? Parce que ça nous impacte, nous, les employés d'AWS. Ça peut vous impacter, vous, les clients aussi, parce que tout d'un coup, votre interlocuteur, votre interlocutrice avec laquelle vous avez l'habitude de travailler ou de communiquer ne sera pas disponible pour vous. Et donc je voulais en toucher un mot également en vous disant 3 choses. D'abord, ce qui fait la valeur d'AWS, c'est vous, c'est la communauté. Cette communauté incroyable avec laquelle j'ai la chance de travailler depuis plusieurs années. Les builders, les buildeuses, les gens qu'on rencontre dans les meet-up, sur les réseaux sociaux. Il y a des amitiés qui se sont créées. Il y a des valeurs d'entraide, de diversité, d'inclusion, d'échange d'informations, de renvoyer la balle que j'observe toutes les semaines. Donc la valeur de la communauté, c'est vous. N'arrêtez pas. Je sais pas où le management d'Amazon amène la société. Je suppose qu'ils font ça pour le bien à long terme de la société. Essayez de séparer vos sentiments personnels à vous, votre sentiment que vous pourriez avoir vis-à-vis du management d'Amazon ou de la société, des valeurs de la société et des valeurs de la communauté, et continuer tel que vous êtes, parce que la force d'AWS, c'est vous, c'est les gens, c'est pas les instances EC2 ou S3. La deuxième chose que je voulais vous dire à ce sujet-là, c'est j'ai vu des centaines, des milliers de messages depuis hier. Certains m'ont écrit personnellement, d'autres offrent leur aide et leur support à tout le monde sur LinkedIn notamment. Continuez, chaque message fait du bien, et si vous pouvez aider, si dans votre boîte il y a des jobs ouverts, si vous connaissez des personnes qui sont impactées, n'hésitez pas à proposer votre aide également. Et puis la troisième chose que je voulais vous dire, c'est que soyez patient avec ceux qui restent chez AWS, les nouveaux visages que vous allez voir peut-être, ou les gens qui vont continuer de travailler avec vous. Typiquement, ils étaient déjà débordés avant, ils vont devoir faire encore plus de travail puisqu'ils doivent reprendre le travail de leurs collègues également. On a besoin d'un peu de temps pour savoir comment s'organiser et comment se retourner. Donc soyez patients avec vos interlocuteurs vos interlocutrices chez AWS. C'était les 3 messages que je voulais faire passer au sujet de cette nouvelle qui est tombée mercredi le 28 janvier. Mais bon, c'est pas tout ça. Il y a aussi des nouveautés technologiques depuis les 2 dernières semaines. J'en ai choisi quelques-unes qui me semblent pertinentes pour les builders, pour les buildeuses, pour les développeuses que vous êtes. D'abord, des nouveaux types d'instances EC2. J'en parle rarement parce que c'est rarement excitant. En tout cas, c'est pas ce qui m'excite moi. Les nouvelles instances EC2, souvent elles sont interchangeables en fonction des workloads que vous avez. Celle-ci m'impressionne quand même par les specs. Alors ça s'appelle, pour son petit nom, Amazon EC2 G7E, accéléré par la Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition. Alors, je dois peut-être un peu vous récapituler ça, mais globalement ce sont des instances GPU, donc basées sur du Nvidia. C'est la 7e génération qui est évidemment meilleure que la 6e génération. On parle de performance d'inférence 2,3 fois supérieure à la série G6U, avec une quantité de mémoire assez incroyable, qui permet de faire tourner des modèles de 70 milliards de paramètres
paramètres avec une précision à 8 bits en floating point 8 sur un seul GPU. Et évidemment, il peut y avoir plusieurs GPU sur ces instances, jusqu'à 8 GPU avec 768 gigas de mémoire côté GPU, 192 CPU avec 2 Tera de mémoire pour les plus grosses. Alors évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein, ne faites pas ça si c'est votre carte de crédit personnelle qui est sur votre compte, mais si vous déployez des modèles et que vous voulez tourner des modèles en local dans votre compte AWS et pas sur Bedrock ou à l'extérieur, ce sont des types d'instances que vous devez considérer. Une autre taille, un autre usage, ce sont les nouveaux Mac, quoiqu'ils sont très bons aussi pour faire tourner de l'inférence et des modèles en local. Je vois de plus en plus de vidéos sur YouTube de gens qui prennent des Mac Studio ou des Mac Mini pour faire tourner des points d'inférence de façon extrêmement performante et pour un faible coût comparé au monstre Nvidia dont on parlait juste avant. D'ailleurs, j'ai fait un talk à Reinvent à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans les notes de ce podcast. Vous pourrez voir le talk sur comment faire tourner un modèle LLM sur un Mac. Et, je vous dis ça, en général, plutôt nos clients utilisent les instances Mac pour des chaînes de CI, de CD dans le cloud quand il faut construire et signer des applications iOS ou iPad OS. Donc ce sont les M4 Max qui sont basés sur les Mac Studio, qui sont des bêtes de puissance également, hein. Donc idéal pour builder, tester vos applications ou pour faire tourner des points d'inférence. On annonce 25% plus rapide pour construire des applications comparé au M1 Ultra, bah oui, forcément. Et puis il y a toujours AWS Nitro qui est là pour fournir 10 gigabits de network bandwidth et 8 gigabits de EBS bandwidth. Il y a 16 cœurs, 40 cœurs pour les GPU, 16 cœurs pour le Neural Engine et 128 GB de mémoire. Voilà les nouvelles de ces deux. On va passer à des choses un peu plus haut niveau, un peu moins liées au matériel. ECR, c'est Elastic Cluster Registry. Donc un registry d'images de containers compatible avec Docker. Je n'étais pas conscient de la quantité d'optimisation qu'il y a dans ECR, que ce soit en matière de sécurité, de replication, de template, de scanning pour chercher s'il y a des malwares dans vos images. Là, la nouveauté de la semaine, elle a l'air toute petite comme ça, mais ça m'impressionne quand même. C'est de la déduplication de layers. Vous savez, une image container, elle est composée de couches, et chaque commande que vous mettez dans votre Dockerfile, ça fait un nouveau layer, et souvent les couches basses de vos containers, c'est toujours les mêmes, hein, c'est toujours une image de base, c'est toujours un apt get avec, git et d'autres choses comme ça, et donc plutôt que de dupliquer ces layers dans le registry, cette option que vous pouvez activer sur votre compte, active un layer, une couche de stockage, je cherche mes mots et je traduis de l'anglais en même temps, au niveau blob. Donc en gros, on déduplique les layers au niveau du file system de manière à ce qu'elles ne soient pas présentes deux fois dans le registry. Alors c'est quoi l'avantage pour vous ? C'est moins de stockage, évidemment, et puis ça va plus vite aussi pour pousser des images, parce que si l'image identique est déjà sur le repository, on n'a pas besoin de la réuploader, et donc ça diminue vos coûts de stockage et ça diminue vos coûts de build également pour vos images. C'est super simple à utiliser, c'est une option à activer, c'est au niveau du compte et c'est régional si je ne me trompe pas, je devrais regarder la doc plus en détail, c'est disponible dans toutes les régions commerciales. Kirokli, la ligne de commande, l'agent de codage IA en ligne de commande, qui s'est appelé à un moment Code Whisper, qui s'est appelé QCli, qui maintenant s'appelle Kirokli. Il est vraiment bien. Moi, j'aime vraiment bien, et je trouve que ses performances sont au-delà même parfois de ce que fait Kiro dans l'IDE. Nouveautés qui sont sorties un peu après que j'ai enregistré le dernier podcast il y a 2 semaines. Elles sont pas mal parce qu'il introduit le contexte de skills. Alors le skills, c'est un peu, si vous connaissez l'équivalent des powers dans l'IDE, c'est
une manière d'introduire du contexte dans votre question. Par exemple, si vous développez en Python, vous avez vos règles de formatting de Python, les librairies que vous utilisez, votre manière de coder, les standards de formatting de code, etc. C'est ce qu'on appelle des steering documents. Le désavantage des steering documents, c'est qu'ils sont envoyés avec votre question dans le contexte à chaque fois, et donc ça consomme pas mal de tokens. Et donc Anthropic est venu avec une idée relativement intelligente qui est de faire ce qu'ils appellent des skills. Et les skills, c'est la même chose, c'est un ensemble de documents, mais il y a une espèce de document maître qui a un front matter, vous savez, c'est un espèce de header formaté spécialement dans le premier document qui dit voilà, ce skill, il est utile dans tel cas, tel cas, tel cas. Donc vous mettez une petite description en langage commun, et il n'y a que cette description et ces mots-clés qui sont envoyés dans le contexte. Et si jamais l'agent et le LLM dit pour répondre à la question dans ce contexte-là, je devrais en savoir plus sur ce skill, alors seulement on va charger l'ensemble des steering documents qui font partie du skill. Donc c'est un standard entre guillemets qui a été lancé par Anthropic, qui est utilisé par plein d'IDE, pas encore dans Kiro IDE, mais il vient d'arriver dans Kiro CLI. Et le concept est très très similaire au Power des IDE, sauf que le Power de Kiro IDE, en plus, a la possibilité de mettre des MCP, ce qui permet de jongler entre différents contextes. Par exemple, le matin, je développe en TypeScript, l'après-midi en Python. Je vais utiliser des Power différents avec des steering documents différents et des MCP différents en fonction du contexte dans lequel je suis. Donc les skills arrivent dans Kiro CLI. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des diff tools différents du standard. Alors là, moi je suis tombé de ma chaise, je savais pas qu'il y avait autant de diff tools. Pour moi, diff, c'était la commande diff qui existe en Unix depuis que j'ai touché à Solaris il y a 30 ans et qui n'a pas beaucoup changé depuis. Il y a GNU diff depuis. Ben non, il y a aussi Delta, il y a difftastic, il y a ICDiff, il y a diff so fancy, il y a color diff, il y a diff highlight, il y a YDiff, il y a bat. Tout ça, ce sont des diffs, et maintenant vous pouvez configurer CLI pour qu'il utilise le diff que vous le préférez. Trois choses encore. Une meilleure intelligence pour reconnaître le code. Souvent, pour reconnaître le code, il faut travailler avec des Language Server Protocol, des LSP, c'est ça qui dans vos IDE vous permet de faire du code completion, de souligner ce qui compile pas et des choses comme ça. Maintenant en built-in, sans passer par des LSP, la commande /code overview vous donne une overview de ce qu'il y a dans votre workspace, et puis par défaut il reconnaît Bash, C, C++, C#, Elixir, Go, Java, je reprends ma respiration, JavaScript, Kotlin, Lua, PHP, Python, Ruby, Rust, Scala, Swift, TSX et TypeScript sans installer de serveur LSP. Une autre nouveauté, c'est le compactage, la réduction, le résumé des conversations. Quand il détecte que sa fenêtre de contexte devient trop grande, il va lancer automatiquement une compression de la conversation. Vous pouvez maintenant mieux contrôler cela en excluant certains messages ou en définissant les seuils en pourcentage où la compaction doit se lancer. Enfin, il y a des nouvelles possibilités dans le Web Fetch Tool. Donc l'agent est capable d'aller chercher des données sur Internet tout seul, aller lire de la doc par exemple. Maintenant, vous pouvez définir quelles sont les URL qui sont auxquelles vous faites confiance par défaut, ou quelles sont les URL qui sont bloquées. Également, vous pouvez prendre aussi des patterns pour bloquer certaines URL sur d'autres. Et la dernière nouveauté dans Kiro CLI, décidément c'était beaucoup, c'est le Remote Authentication. Et ça m'arrive souvent. J'utilise Kiro sur des machines distantes, C2 par exemple, pour débugger des trucs qui se passent là-bas. Mais évidemment, je peux pas partager mon authentification qui était faite sur mon laptop. Et donc je vais me réauthentifier, etc. C'est plus le cas maintenant, que ça soit par SSH, par SSM ou par des containers. L'authentification suit votre redirection, et donc vous pouvez vous identifier sur votre laptop et propager les tokens d'authentification sur une machine distante. Ce sont les nouveautés pour Kiro CLI. Si vous ne l'avez pas encore installé, allez sur kiro.dev et installez le Kiro CLI. C'est vraiment génial. Puis la dernière nouveauté de la semaine, c'est pas une nouveauté, c'est un blog post de mon collègue et ami Denis Straub, qui est basé dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg, qui a écrit un blog post sur dev.to, qui explique comment déployer un local MCP server sur AWS avec Bedrock Agent Core en 2 commandes seulement. Donc voilà, il s'est gratté les cheveux, il s'est tiré les cheveux, il a essayé de simplifier au maximum, et il explique d'abord ce que c'est que Agent Core Runtime. Globalement, c'est un runtime, c'est un peu comme le Lambda pour vos
vos MCP serveurs et comment déployer vos MCP serveurs vraiment avec 2 commandes. Un truc qui est pas mal, que j'utilise beaucoup aussi, c'est une pattern que je vois sortir de plus en plus ces dernières semaines, c'est le AWS MCP Proxy. Donc l'idée, c'est d'avoir un MCP local sur votre machine en stdio, donc un programme Python qui va lire vos credentials selon le système que vous avez configuré pour vos credentials. Ça peut être dans la directory .aws, ça peut être des variables d'environnement, ça peut être de l'IDC, du SSO, etc. Enfin, le système que vous utilisez pour obtenir des credentials. Donc ce MCP serveur en local va aller chercher ces credentials et il va recevoir un paramètre qui est l'URL du MCP serveur distant qui lui va être authentifié avec AWS SigV4, donc les signatures basées sur Access Key, Secret Key. Et donc ça permet de garder votre authenticité, votre authentification, votre identité, de dire qui vous êtes et de propager cette identité à des appels signés sur le serveur, sur Agent Core. Je crois que c'est un bon pattern de sécurité. Ça permet de déployer des agents publics disponibles à tout le monde via une authentification AWS, donc uniquement pour les gens qui ont un compte chez vous. Et puis après, vous pouvez évidemment restreindre à certains rôles, à certains user IAM, enfin tout ce que vous faites d'habitude sur l'authentification IAM pour une API Gateway. C'est à peu près la même chose sur Agent Core. C'est un pattern que j'utilise beaucoup, que j'aime bien et qui me semble bien sécurisé, et donc c'est bon aussi. Merci d'avoir écouté le podcast AWS en français avec ma petite bafouille au début au sujet de nos collègues qui malheureusement ne font plus partie de la société, ceux qui sont impactés en US, en UK, au Canada, enfin dans tous les pays où on peut virer les gens très rapidement. Les autres, ça va venir, en Allemagne, en France. Je sais pas moi-même si ce podcast sera encore là sur la deuxième partie de l'année, mais nous devons attendre. Et donc, en attendant, tous les vendredis, vous aurez les nouvelles AWS comme vous les avez depuis plus de 7 ans. Merci de nous écouter. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine, vous aurez même 2 épisodes. Vous aurez un Women in Tech le mercredi. On parlera d'une association qui aide les femmes entrepreneuses à trouver des financements. On vous expliquera pourquoi il y a cette association, comment ils travaillent, etc. Ça s'appelle la Sista. Et puis vendredi prochain, on parlera d'un truc bien geek. On parlera de technique de merge de branches Git ou de pull request Git. Donc ça sera du vrai DevOps la semaine prochaine, en parlant d'une start-up française aussi qui s'appelle Mergify, qui vous aide à faire vos opérations de merge sur Git, mais ça sera pour vendredi prochain. À l'époque, on sera déjà en février, et ça sera le 6 février. Bon week-end, merci à vous, mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.